Vous regardez du tic au tac sur GLG Média. Savez-vous que vous pouvez étudier ou travailler au Canada et gagner plus de 76 000 francs par jour en tant que soudeur? Eh bien, vous ne rêvez pas. C'est bien possible grâce à G&G Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada. Vous vivez en Afrique ou tout ailleurs dans le monde et souhaitez immigrer au Canada pour étudier ou travailler? G&G Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada vous donne la possibilité d'améliorer votre vie en immigrant en toute sécurité au Canada en qualité de résident permanent, travailleur temporaire, étudiant. G&G Consultings et son partenaire 237 Destination Canada vous permettent de trouver du travail au Canada dans les domaines suivants: éducation, santé et services sociaux, génie civil, administration, manufacture, hôtellerie, restauration, ainsi que les technologies de l'information. Travailler une fois au Canada comme aide-soignant, infirmier, inspecteur en construction, infographe, graphiste, développeur d'applications, développeur web, menuisier, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur, technologue et technicien des sciences de la santé, technologue des laboratoires médicaux, technicien en génie électronique et électrique, architecte paysagiste et bien d'autres. Un accompagnement en procédure classique ou express selon votre profil. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 237 658 37 12 90. G&G Consultings. Soyez tranquilles, nous sommes là. À quelques mètres du carrefour Yassa à Douala, trône majestueusement ISETAG. Créé en 2015, ISETAG est le plus important des instituts privés des enseignements supérieurs bâtis dans la capitale économique du Cameroun. Il est construit sur une superficie de 2 hectares avec 2 grands bâtiments imposants qui abritent les salles de cours et le bloc administratif. Tout récemment, en marge de la célébration de la Fête nationale de la jeunesse, le top management d'ISETAG a lancé les journées portes ouvertes du 8 au 10 février. 3 jours d'entretien, d'orientation, de conseils et de présentation du savoir-faire d'ISETAG aux futurs bacheliers venus par milliers visiter tour à tour les infrastructures ainsi que les ateliers de génie mécanique, de chaudronnerie et de fabrication métallique, ou encore celui de menuiserie et ébénisterie dont dispose l'université. C'était vraiment agréable. Déjà, j'ai apprécié le fait qu'ils sont venus nous chercher avec leur cas et ils nous ont amenés ici à l'établissement. Et ensuite, ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont fait visiter leur établissement. Nous avons visité la salle multimédia. Nous avons visité plein d'autres domaines. Et aussi, je peux dire que ISETAG nous offre plusieurs opportunités dans le monde de la formation et aussi de l'emploi. Comment ils s'y prennent, par exemple, pour dépisser une panne sur le véhicule à l'aide d'un appareil de diagnostic. Comment ils s'y prennent pour réparer la panne. Et aussi, comment certains systèmes des véhicules fonctionnent. Notamment le fonctionnement d'un moteur diesel, le fonctionnement d'un moteur essence, le fonctionnement d'un système d'ingestion d'essence électronique, le fonctionnement d'un système d'éclairage signalisation automobile, ne serait-ce que ça. En guise d'innovation, ISETAG vient de nouer un partenariat dans les domaines portuaires et maritimes avec Shanghai Ocean University of China et Regional Maritime University of Ghana. Avec ce partenariat, les étudiants formés par ISETAG sortiront munis d'une licence et d'un master, ainsi que d'une certification dans la filière qu'ils auront choisie. Et ce n'est pas tout. Il y a 6 filières sur lesquelles ISETAG va former à compter de l'année académique prochaine. La filière pêche maritime, la filière aquaculture, la filière électromécanique navale, la filière sciences nautiques, la filière gestion logistique portuaire et maritime et la filière sécurité et sûreté des plateformes pétrolières portuaires et maritimes. En fait, ces filières-là, le cycle généralement c'est sur 5 ans. C'est sur 5 ans, mais avec au départ l'obtention d'une licence.
Alors, la formation va se faire en 2 volets. Il y aura un volet qui va se faire ici au Cameroun, la partie théorique, et une partie pratique qui va se faire en entreprise. Et ensuite, les étudiants, selon la filière choisie, iront soit au Ghana, soit en Chine. Ça dépendra. Et je voudrais vous signaler que la Chine a un système de 4 ans pour avoir une licence. Alors, nous sommes en train donc de voir comment les étudiants feront 2 ans au Cameroun et aller faire 2 ans en Chine. Voilà un peu ce qui est en train de vouloir se passer. Plus de 7 années d'expérience qui auront permis à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de gestion de former plus de 300 diplômés, de se doter de 20 ateliers et laboratoires sophistiqués, ainsi que de construire une mini-cité de 199 chambres où logent les étudiants pour un meilleur suivi. Un sérieux qui a hissé ISETAC au rang de 4e national au BTS en 2021 et depuis 2022, cette université est désormais sous centre écrit des examens BTS. La formation à ISETAC se fait 70% pratique, 30% théorie. Parce que nous devons amener nos apprenants à pouvoir se prendre en charge après leur formation, après le passage à ISETAC. C'est pourquoi nos ateliers sont suffisamment équipés avec des appareils de la pointe. Et ça se dessine par quoi? Par les résultats, par nos résultats que nous obtenons dans les différentes sessions d'examen, d'examens nationaux. Pour le reste, ISETAC offre des formations dans d'autres domaines tels que banque et finance, génie civil, menuiserie et ébénisterie, en cycle BTS, HND, licence professionnelle et master professionnel. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur GNJ Media pour cet autre numéro du Tic au Tac, votre dîner intellectuel qui porte naturellement la co-signature de Raoul Patrick Bifeok et de l'indéboulonnable Romaric Tenda, actuellement en repérage et en pleine consultation pour préparer la production de votre 2e numéro, les bonnes questions qui feront dans les prochains jours le diagnostic du football camerounais en interrogeant sa gestion par la Fédération camerounaise de football. Du Tic au Tac reçoit Maître Richard Tanfou, qui est avocat au barreau du Cameroun, homme politique, considéré aujourd'hui comme ex-membre du mouvement de la Renaissance. Il a bien voulu répondre à notre invitation. Il est sur le plateau du Tic au Tac. Maître Richard Tanfou, bienvenue. Bienvenue. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, le 1er août 2023, vous avez été notifié de votre exclusion du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC. Est-ce que vous avez été surpris par cette nouvelle? Oui, j'ai été surpris par cette nouvelle. La nouvelle tombe vers aux environs de 14 heures le 1er août, lorsque je reçois un appel de Justin Noir qui me dit qu'il m'a envoyé un document via mon WhatsApp. Et lorsque je prends connaissance, c'est une décision de mon exclusion définitive du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'était pour moi un trop gros choc puisque je ne m'attendais pas. C'est vrai que j'avais reçu une plainte courant juin, je pense que c'était le 11 ou le 12 juin, et où j'avais répondu à cette plainte qui avait été déposée contre moi. Et vous avez souvenance que il y avait déjà une première décision qui avait été rendue parce que j'ai reçu cette plainte au même moment que seul Michel Ndoki et aussi un autre camarade, Aman Noutak. Donc, lorsqu'on s'est prononcé sur le cas de Maître Michel Ndoki, bon, moi j'ai pensé, ou bien nous avons estimé que, à ce qui nous concernait, sûrement, après investigation et réponse, peut-être que il y a eu un non-lieu. Donc, lorsque j'ai reçu ma décision le 1er août, pour moi, ça a vraiment été un choc parce que je ne m'attendais pas. Est-ce que vous regrettez cette exclusion? Oui, je regrette cette exclusion parce que j'avais vraiment des ambitions pour ce parti. Rappelez-vous que déjà le 20 juillet, après l'exclusion de Maître Michel Ndoki, qui est intervenu peut-être, c'était quelques semaines avant, j'ai eu cette envie où j'ai pensé que je pouvais me porter à la présidence de ce parti. Et pour cela, j'avais fait une déclaration le 20 juillet où j'estimais que déjà l'exclusion de Michel Ndoki était une façon de l'écarter.
de cette course à la présidence et qu'au lieu de se taire et de ne rien faire, et si je réunis déjà les conditions pour être président de ce parti, je pense que j'avais toutes les capacités et tous les atouts pour pouvoir être porté à la tête de ce parti. Et c'est ce que j'ai fait ce 20 juillet et pour moi, je me voyais comme un potentiel challenger parce que j'avais tous les atouts et je savais que si nous allions aux élections, j'avais aussi toutes mes chances. Alors, vous avez été accusé de vous être attaqué à l'âge du président Maurice Kamto et ensuite de soutenir une candidature autre que la sienne, ensuite annoncer la vôtre, que certains ont considéré comme une défiance au professeur Maurice Kamto. Alors, ces accusations en votre encontre, est-ce qu'elles sont justifiées? Non, elles ne sont pas justifiées. Pour moi, ce sont des accusations fallacieuses parce que lorsque vous êtes dans un parti politique, tout le monde a ses ambitions. Si je pense que j'ai réuni déjà les conditions peut-être pour postuler à un poste, je ne vois pas pourquoi est-ce que on doit considérer cela comme une défiance. Déjà, vous parlez des accusations qu'on me reproche de me suis attaqué sur l'âge du président de ce parti. Vous voyez le poste en question qui aujourd'hui fait problème. Si vous allez sur ce poste-là, vous allez voir que je n'ai pas mentionné le nom de qui que ce soit sur ce poste. Je suis un homme politique et j'ai émis une opinion où j'ai mis les dates de personnes et j'ai dit ces personnalités auront respectivement 92 ans et 71 ans d'ici 2025 et que les Camerounais restent éveillés et soient intelligents. Mais voilà un poste que je fais et quelqu'un s'approprie pour dire me suis attaqué à son âge. Bon, s'il fallait vraiment s'énerver à chaque coup lorsque quelqu'un émet une opinion, c'est qu'il y a d'autres qui sont même plus graves que cela. Donc moi, je n'ai pas pensé que cela n'était pas une attaque personnelle. J'ai émis une opinion et je pense que dans un parti politique, on ne crée pas un parti politique pour réprimer la liberté d'expression ou bien la liberté d'opinion. J'ai fait une opinion que je pensais que c'était légitime. Et si aujourd'hui on prend cela pour dire que c'est une insulte ou bien que je me suis attaqué à l'âge du président de ce parti, pour moi, je pense pas que nous sommes sérieux là. Et ce que je veux encore comprendre, c'est que pourquoi est-ce que ma décision d'exclusion vient juste après que j'ai annoncé ma candidature pour la présidence de ce parti. Alors que quand vous parcourez ce document, vous allez constater que la décision là avait été rendue depuis le 17 juillet. Et c'est seulement le 1er août qu'on me notifie. Alors que j'ai fait une déclaration le 20. Donc sûrement, lorsque la décision a été prise, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu bien justifier le retard que on ne me notifie pas et qu'on attende lorsque je me prononce pour la présidence de ce parti. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de caché et tout cela ne peut que se justifier sur le fait que on a voulu barrer toutes mes possibilités de pouvoir accéder ou bien de pouvoir concourir à la présidence de ce parti. Alors, tout commence le 7 juin, lors d'une... 7 juin. Le 7 juin, autant pour moi, lors d'une réunion du directoire. Et dans la foulée, votre exclusion, tout comme celle de votre ami Maître Michel Ndor qui était déjà annoncée, et on a tout fait de dire que c'était une rumeur. Que s'est-il réellement passé ce 7 juin? Oui, le 7 juin, il y avait une réunion du directoire qui devait commencer à 11h. Mais nous avons commencé cela à midi. Oui. Lorsque le professeur Maurice Kamto entre en salle, qui est président de la réunion, après toutes les civilités, il déroule l'ordre du jour. Oui. Et lorsque on arrive sur le deuxième point, il s'adresse personnellement à moi en me disant qu'il est fâché contre moi parce que je l'attaque. J'ai attaqué son âge et que il a même on l'a informé que j'ai déjà des prises de position qui sont contraires à la ligne du parti. Le temps pour moi quand il me remet la parole, alors le temps pour moi d'expliquer exactement et de vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'il prend la chose très personnelle. À peine j'ai voulu développer mes arguments, j'ai été interrompu par d'autres membres du directoire qui étaient aussi des personnes nommées comme moi, qui ont pris la suite. Et après un tour de table,
ils ont soutenu une motion qu'il faut qu'on m'exclue du parti. C'était surprenant parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça se passait ainsi. C'était comme si des personnes s'étaient déjà assis et avaient déjà organisé mon exclusion. Bon, après ça, il y a eu une levée de séance pour quelques minutes. Après, lorsque nous sommes rentrés en salle, c'est le professeur Maurice Kamto qui prend la parole et me dit que vraiment, il ne se sent plus agréable de travailler avec moi et que je me suis mis dans une situation inconfortable qui ne me plaît pas et que je libère la salle. Par respect, j'ai dit, OK, monsieur le président, j'ai compris et j'ai libéré la salle. Et à peine 2 minutes que j'arrive sur la route pour prendre le taxi, on me retire des forats des communicants du parti, on me retire du forum du directoire et je fais un post en cela pour dire, OK, j'ai été exclu du directoire national. Je pense que c'est une information légitime, que jusqu'aujourd'hui. Mais cela avait été démenti, que vous n'avez pas été retiré des forats. Donc, est-ce que je suis un enfant? Je ne suis pas un enfant. Il dit, j'ai été retiré du forum WhatsApp, des communicants du parti, et du forum Telegram du directoire. Et vous tenez-vous gasser depuis que l'acte-là a été posé. J'ai attendu presque 1 mois. J'ai même fait une correspondance pour dire, mais j'ai été nommé par une décision du président national. Notifiez-moi une décision de mon exclusion, ce qui n'a pas été fait. Donc, vous voyez comment est-ce que les gens ont joué d'une mauvaise foi. Donc, quand quelqu'un, si on dit qu'on ne m'a pas exclu, bon, est-ce que j'avais encore accès aux informations du directoire? Est-ce que je pouvais encore aller participer en tant que communicant du parti? Donc, ça, c'était une exclusion qui avait été actée. Et voilà où est-ce que tous mes débats commencent. Alors, est-ce que vous êtes passé par le conseil de discipline avant que cette décision ne soit prise? Que disent les tests du parti en question pour qu'on en arrive à une exclusion? Bon, il y a un comité national de médiation et d'arbitrage. Oui. La plainte est initiée par le secrétaire général. Déjà, la plainte qui avait été initiée a une signature scannée du secrétaire général. Je l'ai quand même appelé pour savoir si c'était sur ses instructions que cela a été fait, parce que depuis, il n'est pas actif. Il m'a confirmé que, bien évidemment, il a été contacté pour initier cette plainte, parce qu'il n'avait pas assisté à cette réunion du directoire, à cette réunion du 7 juin. Lorsqu'il m'a confirmé qu'effectivement, il avait donné son OK, sur la notification de la plainte, il était question qu'on puisse répondre sur un certain délai, faire des observations. Ce que je fais. Bon, par la suite, je pense que par la suite, on a voulu que je sois présent. Moi, j'ai dit que moi, je n'avais pas ce temps et qu'on s'en tenait à mes conclusions ou bien à mes observations que je fais sur la plainte. Parce que de l'autre côté, Michel Ndoki avait été invité. Sauf que lorsqu'elle est arrivée, le plaignant, qui était le secrétaire général, n'était pas présent. Et lorsqu'elle a insisté à ce qu'il soit présent, on a vu cela comme un manque de respect. Bon. Moi, je pense que les conclusions en réponse à la plainte, c'était suffisant. Et c'est tout. Parce que on a reçu la plainte par WhatsApp. On a aussi répondu par WhatsApp. Et il n'y a pas eu d'autres formes de procédure avant cette décision. Alors, votre exclusion, elle a suscité des réactions mitigées des militants du MRC. Certains soutiennent la décision du directoire national, arguant que votre candidature était comme une sorte de trahison au parti. D'autres, par contre, ils expriment leur désaccord de cette décision. Est-ce que cela vous paraît surprenant? Non, ça ne me paraît pas surprenant parce que déjà, vous voyez que déjà il y avait déjà une incohérence qui se vivait au sein de notre parti. Vous savez que le MRC était un parti jeune, créé en 2012 et qui, aux échéances qui se sont présentées en 2013, a concouru et a eu des sièges au Parlement comme dans les mairies. Oui. À l'élection de 2018 qui s'est présentée, le parti a participé aux élections présidentielles. Et au sortir de ces élections, avec une revendication où il réclamait une victoire. 2020 arrive, le parti décide de ne pas partir aux élections.
et en mettant sur la table 2 points majeurs, Oui. qui étaient que le code électoral n'est pas bon, qu'il fallait réviser, et aussi qu'il y avait la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Vous voyez déjà qu'en 2018, il y a eu une crise post-électorale où les gens ont manifesté et on les a arrêtés, sont en prison. Parce que s'il y a eu cette crise-là, c'est parce qu'on estimait que la victoire avait été volée avec ce code qui faisait problème. Maintenant, au cours de depuis 2020 jusqu'à ce jour, on tient une conférence et on dit non, il y a d'abord même des slogans qui commencent à sortir, que non, le parti est prêt pour aller aux élections, et on doit se lancer. Déjà d'abord que les chances du parti même à se présenter à une élection présidentielle étaient déjà mises en danger, parce que en n'ayant aucune représentation au Parlement et dans les municipales, ça mettait déjà, on n'est pas sûr et certain que le parti pouvait se présenter. Mais lorsqu'on tient une conférence de presse et on insiste en disant que non, le parti est prêt pour les élections et on invite les gens à respecter le pouvoir en place, à respecter le calendrier électoral. La question que je me pose est que en 2018, est-ce que le calendrier électoral avait été respecté? Parce que s'il fallait aller de cela, on devait avoir les élections municipales et législatives avant les élections présidentielles. Parce que les élections municipales ont eu lieu en 2013. Si vous ajoutez 5 ans à cela, ça veut dire qu'en 2018, il était question d'abord de tenir les élections législatives et municipales. Ça, c'est la cohérence. Ça n'a pas été fait. C'est en 2000, puisque le mandat a été prorogé. En 2018, il y a eu les élections présidentielles. Ça n'a pas gêné quelqu'un. En 2020, lorsqu'il y a les élections législatives et municipales, le parti estime que non, il y a la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Il s'agit des élections locales. Il y a le code électoral qui fait problème. Il faut une révision. Bon, pour l'intérêt collectif général du parti, les gens ont dû accepter cela au détriment des intérêts personnels. D'accord, on accepte, on consent à ce sacrifice. Ça a même mis le parti en difficulté, mais on consent. Mais d'où vient-il que maintenant, en 2023, qu'on dise que non, nous sommes prêts à aller aux élections et que de l'autre côté, il faut qu'on respecte le calendrier électoral? Vous voyez qu'il y a de l'incohérence. Est-ce que de 2020 jusqu'en 2023, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le code électoral a été révisé? Est-ce que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest sont terminées? Donc, Maître, permettez-moi de vous relancer. Avant votre exclusion, est-ce que vous avez fait ces observations en interne? Bien sûr, puisque mes postes allaient dans ce sens. Lorsqu'ils ont commencé à dire que j'avais une ligne déjà contraire à la philosophie du parti, c'est parce que je faisais déjà ce genre d'observations. Je parlais dans les groupes du parti. Donc, j'exprimais déjà cela. J'ai même fait un post où je disais que non, nous ne sommes pas encore prêts pour les élections. On a mis 2 choses sur la table, qu'il faut se battre à ce que ces 2 choses d'abord soient rétablies avant de pouvoir penser à une élection. C'est cela qu'on dit que j'ai eu des positions contraires à celles du parti. Donc, je le faisais déjà et j'ai exprimé, et voilà pourquoi je pensais déjà que la tête n'était plus dirigée et qu'il fallait une autre personne qui pouvait diriger ce parti. Et voilà pourquoi est-ce que j'avais porté mon soutien à Maître Michel Ndoki, que je pensais qu'à travers elle, on pouvait avoir une autre direction du parti. Alors, Maître, vous parlez des incohérences au sein de ce parti. Commençons par 2018. Le pénalty dont il était question, avait-il été réellement marqué? Bon, je n'avais pas pris part personnellement au décomptage des voix. Mais la logique voudrait que je puisse soutenir le parti. Le parti est sorti avec cette position d'avoir marqué le pénalty. Ce que nous avons soutenu. Et honnêtement parlant, moi je ne pouvais pas avoir une autre position, puisque si déjà la tête du parti dit que c'est ce qui s'est passé, moi en tant que militant, je n'avais qu'obligation de soutenir. Et c'est ce que je fais. Alors, 2020, vous décidez de boycotter
l'élection couplée législative et municipale. Est-ce que cette décision vous semblait juste? Oui, la décision ne semblait pas juste parce que déjà, moi, en tant que membre du directoire national, je n'ai pas participé à cette prise de décision. On arguait que c'est une décision du directoire. Oui, c'est une décision du directoire. Et en tant que militant d'un parti, pour l'intérêt du parti, tu ne pouvais pas avoir une autre position que de l'accepter. Parce que les gens avaient des intérêts personnels. Mais pour l'intérêt général, on a dû accepter cette position parce que c'était le directoire national du parti qui en a pris. Et nous avons même soutenu cela, bien que c'était défavorable pour certains. Parce que lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour gouverner, c'est pas pour boycotter. Mais pour l'intérêt général du parti et les conditions qui avaient été mises sur la table, nous avons estimé et pensé que oui, vraiment, on a raison de ne pas partir à ces élections. Lesquelles, ces conditions? Les conditions, c'était que le code électoral fait problème. Oui. Puisque c'est ça qui a donné la post-crise électorale qu'il y a eu en 2018. Oui. Qui était légitime. Et que la deuxième raison, c'est que la guerre du Nord-Ouest et au Sud-Ouest se vivait. Et que comme ça concernait les élections locales, il n'était pas possible de pouvoir aller à ces élections. Ce qui est encore correct. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le contexte a changé, puisque le code électoral, lui, n'a pas été révisé? Peut-être il y a une légère accalmie en ce qui concerne cette crise anglophone. Est-ce que vous pensez que le contexte aujourd'hui a changé? Rien n'a changé. Raison pour laquelle est-ce que j'ai commencé à m'interroger. Parce que lorsque les mouvements et les slogans se disaient déjà que 2025 ou avant, vous voyez que de 2020 jusqu'à maintenant, rien n'avait changé. Et ma question, c'était de savoir pourquoi subitement ce revirement. Raison pourquoi est-ce que j'ai commencé à m'interroger et qu'on a estimé ou bien pensé que c'était déjà contraire à la philosophie du parti. Rien n'explique que de 2020, nous ne participons pas à une élection, on met même le parti en difficulté et que subitement, aujourd'hui, en 2023, qu'on dise déjà que nous sommes prêts pour les élections et qu'il faut que le calendrier électoral soit respecté. Et moi, j'ai perçu cela comme une incohérence. Expliquez-nous un peu votre démarche de la candidature de votre ami Michel Ndoki que vous avez soutenu à la vôtre que vous avez annoncée. Quelles étaient vos raisons? Bon, vous savez déjà que Maître Michel Ndoki s'était porté, elle avait fait sa déclaration de candidature en 2022, un an bien avant. C'est vrai qu'au sein du parti, ça avait suscité beaucoup d'indignation. Les gens disaient non, elle n'avait pas le droit de le faire et ça posait déjà tout genre de problèmes. Mais moi, je pense que si nous sommes vraiment un parti démocrate et que nous prenons la démocratie, je pense que tout le monde est libre d'aspirer à n'importe quel poste au sein du parti. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas la propriété de quelqu'un. Et que tout le monde qui parvient à remplir les conditions est libre de se présenter à n'importe quelle élection. Donc, lorsque on l'exclut, vous voyez que son exclusion tombe peut-être vers mi-juillet. Oui. Moi, ça me révolte. Je dis, mais... Donc, la réunion du 7 juin que nous avons eue, parce qu'on dit que j'ai porté mon soutien à une candidate. Donc, c'est cette raison qui pousse le parti à l'exclure. Moi, j'ai estimé qu'il y avait de l'injustice. Donc, j'ai pensé que si on l'exclut, moi, qui remplis aussi également les conditions, je pense qu'au sein de ce parti, j'ai aussi les capacités à pouvoir candidater pour ce poste. Et c'est ce que j'ai fait. Et quelles étaient vos raisons réelles? Oui, mes raisons réelles déjà, c'était déjà d'abord de donner un autre sens à notre parti. Parce que, comme je vous disais, beaucoup de militants pensent que notre parti n'est plus cohérent. Le parti n'est plus dirigé par le président. Il est dirigé par qui, selon vous? Non, on se dit qu'il y a des gens il y a des positions extrémistes qui ont infiltré le parti. Parce que qu'est-ce qui peut bien expliquer que en 2020, vous avez une position, vous mettez des conditions sur la table et que ces conditions ne sont pas remplies jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et que tout ce qui vous intéresse, c'est de dire, vous partez aux élections. Alors que vous savez très bien que rien n'a changé. On a des militants qui sont en prison. On ne pense pas à leur sort.
Donc, ça veut dire que tout ce qui intéresse le parti, ou bien tout ce qui intéresse celui qui est le leader de ce parti, c'est les élections présidentielles. Ce qui fait problème. Est-ce qu'il a pensé aux intérêts législatifs et aux intérêts municipaux de ses autres camarades? Est-ce qu'il a pensé à la situation carcérale de ses autres camarades? Je pense que ça ne tenait plus. Donc, raison pour laquelle... Mais est-ce que ces choses, Maître Richard Tanfo, est-ce que régulièrement, lors de vos réunions, vous n'insistiez pas sur ces situations, surtout celles de vos anciens camarades qui sont incarcérés jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous n'insistiez pas lors de vos rencontres sur ces questions? Oui, puisqu'on en parle et au niveau on en parlait et au niveau du directoire, c'est que le parti fait tout ce qui est à son mieux de s'arranger à ce que les camarades soient à l'aise. Mais je pense que s'il y avait une autre personne à la tête de ce parti, il pouvait avoir une autre orientation. Peut-être, vous savez que ce dossier est un dossier politique et qui ne peut que trouver une solution politique. Donc, si c'était une autre personne à la tête du parti, peut-être il allait voir comment est-ce que, peut-être, demander peut-être une audience avec les autorités, puisque toutes les procédures judiciaires qui ont été engagées devant les tribunaux, aucun des dossiers, aucune procédure n'a été gagnée. Donc, pour vous dire qu'on avait en face de nous un problème politique qui avait besoin nécessairement d'une solution politique. Bon, la tête du parti ne pense pas ici, mais si c'est peut-être une autre personne, il allait pouvoir peut-être penser ainsi. Alors, Maître Richard Tanfo, à la tête du parti, à la tête du RMRC, qu'est-ce qui allait changer? Oui, si je prenais la tête de ce parti, déjà, j'allais remettre le parti sur ses points de base de départ. Lesquels? Voilà. Qui était de changer les conditions de vie des Camerounais dans la paix. Déjà qu'en 2020, nous sommes allés aux élections. Et on a insisté, on a mis 2 points sur la table. J'allais rester ferme sur cette position, à insister qu'il ne sert à rien d'aller à une élection, qu'au lendemain, il y aura des revendications, et au lendemain, on va arrêter les Camerounais, on va jeter en prison. Donc, vous dites que vous ne regrettez pas votre boycott? À cette époque, vous ne regrettez pas la stratégie du boycott? Oui, puisque elle était, pour l'intérêt général, elle était acceptée. Donc, il fallait juste soutenir cette position à ce que les pouvoirs en place puissent voir dans quelle mesure est-ce que le code puisse être révisé. Si on se lance encore une élection maintenant, vous allez voir que ça serait toujours une crise parce que rien n'a changé. Donc, si j'étais à la tête de ce parti, j'allais maintenir nos positions et pousser le régime à voir qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pour que ce code électoral soit révisé et que le jeu soit équitable. Quels étaient d'autres points? Vous avez évoqué 2 points seulement. Oui, déjà, vous savez que... vous aviez un projet. Bien sûr, j'avais un projet. Vous savez que le parti déjà avait un projet de société. Oui. Voilà. Qui n'en allait pas être différent. J'allais peut-être venir seulement, peut-être l'améliorer sur certains points, au cas où nous prenons le parti. Déjà que le parti n'était pas implémenté dans tout le pays. J'allais accentuer ce volet de l'implémentation du parti et aussi essayer de mettre des conditions un peu plus modernes. Vous voyez que le parti, de la façon que le parti est géré, les gens souscrivaient à des cartes de membres. Parfois, ils ne sont pas livrés. Il y avait beaucoup d'autres petits problèmes, mais le plus important pour moi devait être de bien implanter le parti sur tout l'étendue du territoire, continuer à poursuivre ou à modifier le projet de société que le parti avait, et aussi, je pense que pour l'instant, c'était ces deux axes majeurs qu'il y avait déjà d'abord. Est-ce que vous payez vos cotisations mensuelles? Oui, je paye mes cotisations. Vous étiez à jour? J'étais à jour. Je payais mes cotisations. Et je vous dis qu'on ne m'a jamais interpellé sur ces cotisations. Si le problème était mes cotisations, qu'on m'interpelle, que peut-être tu n'as pas payé ou bien ça peut arriver que tu oublies. Mais je pense que mes cotisations ne faisaient pas problème. Ou bien le fait que mes cotisations n'étaient pas payées posait un problème à ma candidature. Je pouvais bien les régulariser à tout moment. Donc, ce n'est pas les cotisations qui font en sorte qu'on puisse réclamer mon exclusion. Alors, certains ont sous-entendu avec l'âge du président que vous avez évoqué, que vous vouliez le rajeunissement du parti. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est Pourquoi? bien ça. Parce que vous savez que
nous sommes en face d'une échéance, ou bien nous sommes en face d'une troisième république qui risque d'être très compétitive. Et si les choses se présentent, si les choses restent comme ça se présente, ça serait une compétition des jeunes. Il faudra aussi effectivement que notre parti aussi puisse déjà aussi en penser. Parce que s'il faut rester avec cette tranche vieillissante, moi j'ai pensé que non, il fallait aussi qu'on puisse rajeunir le parti pour au moins être au même niveau de compréhension que les jeunes. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous ne comprenez pas que le professeur Maurice Kamto avait raison de dire que vous êtes attaqué à son âge? Mais est-ce que c'est mauvais de s'attaquer à son âge? Parce que vous vouliez en même temps le rajeunissement du parti. Lorsque les militants du parti... Et il a compris que c'était un message implicite que vous vouliez envoyer. Lorsque les militants de son parti s'attaquent à l'âge du président, je sais, il ne peut pas compter le nombre de fois que j'ai eu l'opportunité d'être dans d'autres plateaux, où je m'attaque personnellement à l'âge du président de la République. Parce que... Vous regrettez cela? De m'avoir attaqué, d'avoir attaqué son âge? L'âge du président de la République. Oui, je regrette parce que pour moi, je pense que le président, à cet âge-ci, est resté un monument. Il devait plutôt se reposer. Moi, je pense qu'on le fait plutôt souffrir à cet âge. Vous pensez qu'à son âge-là, qu'il puisse encore avoir toutes ses capacités intellectuelles, il peut encore faire les voyages comme il faisait quand tu es jeune. Alors que si peut-être il y avait un jeune à la tête du président, c'est que peut-être en une semaine, il peut parcourir tout le Cameroun. Mais avec son âge, il ne parvient plus à assister même à certaines cérémonies officielles. Il faut qu'il délègue ses pouvoirs. Et il n'a plus la même capacité de penser comme un jeune. Et je pense qu'effectivement aussi, si aussi nous aspirons aussi à diriger le Cameroun, qu'on pense aussi à mettre un jeune à la tête de l'État, on ne va pas aussi prendre un vieux, on met à la tête de l'État. Et vous voyez que s'il fallait qu'il reste là et qu'il soit président de la République à 71 ans, après un mandat, il aura combien? Il aura 78, qui est aussi déjà trop. Il ne peut pas aller à plus de 2 mandats. Il va falloir encore repenser. Est-ce que vous croyez que même si vous n'étiez pas exclu et que votre candidature était validée pour le prochain congrès, vous seriez en mesure de battre le professeur Maurice Kamto? C'est une élection, tout est possible. Je partais avec toutes mes chances de gagner. Donc, c'était pas comme si je partais pour m'amuser. Si à la fin de l'élection et qu'il me gagnait, j'allais considérer que c'est les urnes qui en ont décidé. Donc, j'allais prendre ça tout naturellement comme du fair play. Je ne partais pas avec l'esprit qu'automatiquement, je vais gagner. Bien que je sais que je pouvais gagner, si le contraire se présentait, j'allais accepter. Alors, nous allons marquer une pause et nous allons retrouver dans la deuxième partie de cette émission, toujours pour parler de votre exclusion et bien d'autres démissions au sein du mouvement de la Renaissance. Et nous aborderons également la question de la transition politique et nous ferons une virgule sur le climat politique qui est actuellement tendu au Niger avec ce coup d'État perpétré par des éléments de l'armée. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. G&J Consulting, votre entreprise de conseil. Vous avez besoin des services juridiques. Vous voulez investir dans l'immobilier, construction, agroalimentaire, agropastoral, import-export, commerce international, hôtellerie, placement de personnel, logement, vente de vos maisons, terrains et bien d'autres. Voyage, location et vente de matériel divers, décoration, organisation de festivités. Une seule adresse, G&J Consulting, votre nouvelle entreprise de conseil qui fournit aux clients et partenaires une direction claire, efficace, optimum, réaliste et innovante pour vous permettre de réussir sans heurts ni dommages tout ce que vous entreprenez au Cameroun. Vous êtes à l'étranger, au Cameroun, retrouvez-nous au 2e étage de l'immeuble abritant la pharmacie Japoma à 100 mètres en face Total Colbon en allant vers le stade de Japoma. Contactez-nous plus 237 680 41 40 15 ou nous écrire sur notre adresse mail getjconsulting@gmail.com. Visitez notre site web getjconsulting.org. J&J Consulting. De retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie toujours de Maître Richard Tanfou, qui est avocat au barreau du Cameroun et homme politique ex-militant du mouvement de la Renaissance du Cameroun désormais. Maître, bien avant votre exclusion, il y a celle de votre ami, Maître Michel Ndoki, qui avait été enregistrée
et vous avez simultanément été exclu avec désormais votre ex-camarade Armand Nota II. Dans la foulée aussi, il y a eu de nombreuses démissions, des démissions en cascade, des cadres. Alors, des cadres qui sont exclus, des militants qui démissionnent, est-ce que ce parti ne se fragilise pas davantage? Oui, le parti se fragilise. Quand vous avez un parti et que tous les pères fondateurs sont entre le parti, il faut s'interroger. On ne peut pas vouloir gouverner le Cameroun et on se plaît à faire partie des personnes ou à exclure des personnes. Si tout le monde décide donc de quitter ce navire, vous allez gouverner avec qui? Donc, je pense que c'est pas très bien pour ce parti parce que les gens qui sont en train de démissionner sont en train de partir avec des militants. Vous savez déjà que c'était le seul parti de l'opposition qui restait encore, qui était encore flatteur. Et avec ce qui se passe, beaucoup de gens vont penser que bon, si vous excluez ceux qui se présentent comme des potentiels candidats, vous êtes en train de vous comporter là en dictateur. Si vous ne pouvez pas accepter de la démocratie en interne, c'est pas quand vous allez accéder au pouvoir que les gens pourront encore s'exprimer. Si déjà en interne, si déjà dans un parti politique, les gens sont opprimés, les gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Ça veut dire que lorsque vous allez accéder au pouvoir, ça serait très grave. Donc, je pense que c'est ce qui se passe doit amener celui qui est à la tête du parti de pouvoir se questionner. Si ce n'est pas lui le problème. Oui, est-ce que votre exclusion et ces autres précités ne met pas en lumière les tensions internes au sein de ce parti et parallèlement soulève aussi les questions de démocratie interne à ce parti? Oui, bien évidemment, ça c'est beaucoup d'interrogations qui est au sein de ce parti. Déjà, avant que je ne me porte candidat pour ce parti, il y avait déjà beaucoup de grogne. C'est pas tout le monde qui a accepté, digéré le fait que le parti ne parte pas aux élections. C'est pas tout le monde qui a accepté que le parti soit mis en difficulté parce que, comme je vous disais, c'est pas facile. Les choix ou la possibilité du parti d'aller aux prochaines échéances présidentielles n'est pas acquis. Donc, c'est pas tout le monde qui a accepté cela. Donc, il y avait déjà beaucoup de grogne en interne et notre exclusion a encore davantage dégradé l'image que les gens avaient du parti. Comme je vous disais, parce que rien ne peut expliquer que les cadres du parti sont en train de partir. D'autres, si on ne te pousse pas à démissionner, vous excluez les gens. Donc, et vous voyez que toutes les accusations qui sont portées, rien n'est vraiment aussi grave qui peut justifier le fait que ces personnes soient exclues. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des nouvelles exclusions après la vôtre? Vous attendez à des nouvelles exclusions? Bon, c'est possible, puisque quand vous voyez, quand j'ai vu la note qui m'a exclu, c'est pas tout le monde qui a signé. Donc, il y a des gens qui ont émis des réserves. Donc, je pense que peut-être, on va aussi peut-être interpréter que ces personnes-là n'étaient pas d'avis comme exclues et peut-être on pourra aussi peut-être s'attaquer à eux. Alors, Maître Fabien Kenyé, nous l'avions reçu ici, il était assis là où vous étiez assis. Il avait indiqué à cette période que vous avez encouragé l'indiscipline de votre ami, Maître Michel Ndoki. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas me traiter d'indiscipliné lorsque je pense que je peux être à la tête du parti. Est-ce que j'ai adhéré à ce parti pour me taire ou bien pour répondre oui, monsieur? Je pense que lorsqu'on adhère à un parti politique, ce parti a ses ambitions. Et lorsque tu adhères à ce parti, toi également, tu as tes ambitions. Maintenant, si tu adhères à un parti et que tu as les ambitions peut-être de candidater, parce que c'est ça le plus important, c'est de porter au pouvoir. Si maintenant tu arrives dans ce parti et que pour des intérêts généraux, on te dit, OK, tu ne peux pas. Tu sacrifies tes intérêts personnels. Et que le lendemain, au lieu qu'on continue à rester sur cet intérêt général, les gens émettent déjà des intérêts personnels. Tu es quand même en droit de t'exprimer, de demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que c'est lorsque les élections présidentielles se pointent que vous devenez subitement intéressé aux élections? Et lorsque les élections législatives municipales sont présentées, vous avez mis l'intérêt général comme argument. Donc, je pense que
On ne peut pas me taxer d'indiscipliné. Mais il insistait en disant que les sorties de Maître Michel Ndoki ont mis le parti en mal, mettaient le parti en difficulté, en mal. Lesquelles sorties? Puisque lorsqu'on parle des sorties, lesquelles? Il dit on donne des interprétations aux différentes sorties de façon que ça les plaise. Je prends par exemple mon cas. Lorsque je prends le poste qu'on m'incrimine aujourd'hui, lorsque vous lisez ce poste, comment est-ce que ça attaque personnellement l'âge de quelqu'un? Donc, si quelqu'un ne peut pas émettre, ne peut pas s'exprimer librement, donc vous voyez qu'on fait tout pour porter des accusations contre toi qui en principe ne sont pas fondées. Donc, on a incriminé Maître Michel Ndoki sur des postes que quand je l'ai eu au téléphone ou bien quand j'ai eu à échanger avec elle, elle m'explique et ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Donc, je ne partage pas cette position que les gens ont eue sur ces différents postes. Moi, j'ai lu ces postes également et je ne vois pas en quoi est-ce que ces postes étaient indisciplinés. Oui, parlant de ces postes, il y a un récent, je veux vous le citer, où elle a fait une sortie récemment et elle dit « 7 ans de ma vie dans une secte, suis sortie de la vivante, je rends gloire à Dieu, la vie n'a pas de prix. » Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ça, c'est peut-être après son exclusion. Ça, c'est peut-être après son exclusion, pas quand elle était militante. Oui, là, après son exclusion. Voilà. Est-ce que vous partagez cela? Si après son exclusion, elle se rend compte qu'elle était dans une secte, elle pense qu'elle est libre de le dire. Puisque quand tu es dans une secte, on s'adresse une secte, ça veut dire que sûrement tu suis seulement une ligne ou bien une opinion. Si après, elle estime que c'est une secte, elle est libre de le dire, c'est son opinion, elle assume. Voilà pourquoi est-ce qu'on doit prendre cela mal. Elle est libre, chacun est libre de penser comme il veut. C'est aussi ça, la liberté d'expression. Alors, combien de temps avez-vous passé au MRC, Maître Richard? Je suis arrivé au MRC en 2018. Oui. Avant cela, j'étais au PADEC. J'étais le directeur des droits de l'homme du PADEC. Et lorsque le ministre Jean de Dieu Momo décide d'aller rejoindre le G27, ça nous avait un peu surpris parce que c'était pas ça la ligne politique du parti. On n'a pas très vite compris comment est-ce que dans ce coup de temps, il avait déjà des affinités avec le pouvoir et son premier vice-président et d'autres cadres du parti ont décidé de quitter, de démissionner et de rejoindre le MSC en 2018. Alors, vous avez pratiquement fait 4 à 5 ans au MRC. Exact. Alors, votre avis personnel, pour vous, le MRC est-il un parti politique ou une organisation communautaire? Bon, lorsque j'adhérais à ce parti, je n'ai pas vu ça comme un parti communautaire. Où je commence à voir ça sur cet angle, c'est lorsqu'on m'exclut du directoire. Parce que lorsqu'on m'exclut du directoire, j'ai eu le ressenti que ce sont des frères du village. Pourquoi? Qui m'ont exclu. Parce que si l'exclusion n'intervenait pas, est-ce que non, vous deviez aboutir à cette... Je dis, c'est ce que j'ai perçu ce jour-là. Parce que moi, je ne percevais pas comme ça. Le jour où on m'exclut du directoire, je dis, la motion de soutien pour mon exclusion est portée par des proches, je peux dire frères, du président national. Parce que quand j'ai ressenti que c'était même pas sa volonté, c'était le genre c'était une sorte peut-être d'animosité qui pouvait régner au point peut-être où tu pouvais dire, ok, monsieur le président, si vraiment vous avez vu ou bien vous avez aperçu mes déclarations offensives, peut-être je m'excuse ou je m'excuse. C'est un peu dans ce sens que je voyais la chose. Mais lorsque ça a été porté par les frères du village, et aussitôt ça a été acté comme exclu, j'ai compris que, j'étais pas la bienvenue. Donc, après cela, jusque-là, je ne me décourage pas. Je reste dans le parti, je dis, ok, le parti n'est pas pour Maurice Kamto. C'est un parti, c'est une association. Voilà pourquoi je pense que je peux aussi être président de ce parti si je remplis les conditions, et je remplissais les conditions. Puisque il faut juste être militant de ce parti, vous avez la possibilité de compétir. Je pensais que j'avais des atouts. Et lorsque je me présente, on m'exclut. Vous pensez que je ne vais pas penser que c'est un parti communautaire? Et lorsque je regarde ma page Facebook, beaucoup ceux qui se plaignent, ou bien beaucoup ceux qui m'insultent, sont les frères du village. C'est le ressenti que j'aurais. Et comment allez-vous faire pour diriger toutes ces personnes?
bien avant votre exclusion, puisque ces personnes, la plupart sont des militants et certains des sympathisants. Comment allez-vous faire? J'allais les ramener à comprendre que le parti doit être perçu comme le Cameroun. S'il faut que celui qui soit à la tête du Cameroun pense qu'à sa région, ce qu'on ne peut pas avancer, on ne doit pas percevoir le parti comme la chose d'une sphère géographique ou bien de cette tribu. Non. Le parti est appelé à gouverner les Camerounais de tout horizon et qu'on doit être tolérant et accepter tout le monde. Donc, c'était ce genre de discours que j'allais avoir au sein des militants. Alors, est-ce que vous ne pensez pas à un moment que ces débats devaient être menés en interne, qu'il y a eu une entorse peut-être à la discipline du parti? Lorsque vous dites en interne, au niveau du directoire, si au niveau du directoire déjà, vous ne parvenez pas à vous exprimer, et on parle même en interne, est-ce que le parti n'est pas aussi sur les réseaux sociaux? N'est-ce pas, le parti a des pages officielles les pages officielles sur les réseaux sociaux? Je pense que c'est aussi un canal d'expression. Donc, il n'y a pas une disposition des textes qui dit que non, c'est seulement aux séances de réunion que vous pouvez émettre une opinion. Le parti a des pages sociaux que je pense que c'est un canal d'expression. Alors, pendant près de 4 à 5 ans, Maître Richard Tanfo, quels ont été vos rapports avec le professeur Boris Kamto? Personnellement, je n'ai pas eu de rapport tendu avec lui. C'est quelqu'un que j'ai toujours respecté. C'est quelqu'un qui m'a toujours appelé quand le parti avait besoin de moi et j'ai toujours honoré. Il dit que même son comportement de ce jour, pour moi, ça m'a surpris, puisque avant cela, on n'avait rien, on s'appelait. Chaque fois quand il y a l'opportunité, si je veux l'appeler, je l'appelle. Vous croyez qu'il a été sous pression? Oui, je peux le dire. Parce que je dis, ce jour-là... La pression de qui? Des gens qui sont proches de lui, ou bien de ces personnes que je dis d'extrémistes. Parce que je n'ai pas compris comment est-ce que lui d'abord puisse prendre ce poste très personnel. Je vous dis, sur ce poste, je n'ai pas mentionné le nom de quelqu'un. Mais il a pris ça très personnel. Et je pense que si c'est cela qui faisait problème, je pense qu'en toute humilité, c'était quelque chose que je pouvais demander des excuses. Mais vous voyez qu'on n'a même pas permis cela. Directement, ça a valu mon exclusion au directoire. Très brutal. Et mon exclusion. Est-ce que vous comptez contester votre exclusion? Comptez le faire? J'ai toutes ces possibilités. Mais pour l'amour du parti. Parce que si je le fais, je vais davantage ternir l'image du parti. Je vais davantage discréditer ce parti. Pour l'amour de ce parti, j'ai décidé de laisser tomber. De les souhaiter plutôt bonne chance. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Après, puisque la page du MNC est tournée, what next? Bon, what next, c'est que pour l'instant, je n'ai pas d'autres ambitions. Peut-être l'avenir nous dira. Mais je pense que je serai plus utile et actif en tant qu'acteur de la société civile, où j'aurai une liberté d'expression sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Donc, pour l'instant, je préfère rester simple citoyen puisque ma citoyenneté n'a pas été retirée. Et je pense qu'en tant qu'acteur de la société civile, je serai plus utile. Vous êtes un brillant avocat. Vous voulez être libre désormais. Si vous êtes appelé à apporter vos services, si le président vous appelle à apporter vos services au ministère de la Justice, vous serez prêt à répondre? Je suis Camerounais. Et je pense que si ton pays t'appelle à servir, tu ne peux pas refuser. Je pense que si ça se fait, je vais juger si c'est bien et je ne pars pas là-bas pour faire plaire à quelqu'un, je vais aller pour servir. Donc, je pense que c'est pas interdit de servir son pays. Donc, je n'aurais pas, sauf si c'est pour m'amener dans des conditions qui ne vont pas m'arranger. Lesquelles, par exemple? Bon. Puisque vous serez appelé désormais à collaborer avec le pouvoir que vous critiquez depuis le PADEC. Oui, je vais faire ce que je pense qui est normal. Si ça ne plaît pas à ce pouvoir, qu'il prenne une décision peut-être de m'exclure aussi. Mais je ne pars pas là-bas pour faire plaire. Je n'irai pas peut-être pour plaire ou bien je n'irai là-bas pour servir les Camerounais. Et si on estime que en servant les Camerounais, c'est contraire à la position peut-être du parti, bon, qu'ils prennent les décisions. Alors, est-ce que ça ne sera pas une sorte de compromission que vous avez reproché à votre ancien leader
Maître Momo? Non, il dit dans le cadre du ministre Momo, Oui. le temps a été très court parce qu'on n'a pas compris comment est-ce que nous étions prêts, nous étions dans les préparatifs d'une candidature du président de ce parti, puisqu'il était président du parti. Ça, c'était dans la période des élections. Et à une réunion du directoire, il décide que non, nous ne voulons plus aller aux élections, qu'il y a un G20 qui est en train de se créer pour soutenir l'adversaire. Vous ne voyez pas que c'est deux choses bien différentes? Mais si par contre, je suis appelé à diriger, c'est dans un autre contexte. C'est pas la même chose pour moi. Donc, nous avons estimé que le timing qu'il avait avant d'aller rejoindre le G27 n'était pas correct. Mais si c'était qu'il était président de notre parti et qu'il arrivait qu'on l'invite à servir, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens doivent percevoir qu'un opposant ne peut pas servir son pays. Donc, vous êtes prêt à accepter la main tendue du président au cas où on vous propose, par exemple... Si ça n'a aucun inconvénient avec mes convictions, si ça n'a aucun inconvénient avec mes convictions, je serai prêt à servir les Camerounais. Alors, 2025, c'est bientôt et des échéances électorales se préparent, notamment la présidentielle et le double scrutin législatif et municipal. Est-ce que vous pensez qu'on s'achemine vers la Troisième République ou bien ça sera le statu quo? Vraiment, il faut que nous pensions à cette Troisième République parce que vous voyez que depuis un bon bout de temps, rien n'avance dans notre pays, sur tous les secteurs. Pour ceux qui pensent encore que ça doit rester ainsi, ça, ce sont des ennemis du Cameroun. Parce que celui vraiment qui aime son pays doit pouvoir penser qu'il est temps de changer les choses. Il est temps aussi d'avoir une autre personne pour pouvoir diriger ce pays. Quand vous avez un parlement qui a tous les députés sont que d'un parti politique, vous pensez qu'il peut avoir quelle idée peut jaillir, quelle idée peut venir dans ce genre d'organisation? Il faut au moins qu'il y ait des opinions contraires pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien. Mais lorsque vous pensez qu'on peut seulement penser que d'une seule direction, vous ne pouvez pas avoir la sagesse infuse. Il faut pouvoir accepter d'autres opinions pour pouvoir avoir le meilleur. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que au stade où nous sommes aujourd'hui, nous devons penser à une Troisième République. Il faut aussi qu'une autre personne vienne et on voit ce qu'il peut apporter. Moi, je n'ai connu qu'une seule personne depuis 1985 que je suis né, Paul Biya. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres Camerounais qui sont intelligents que Paul Biya qui peuvent diriger le pays? Moi, je pense. Pour ceux qui pensent que c'est encore lui, vraiment, ce sont des ennemis du pays. Est-ce que vous avez des profils? Est-ce que vous avez des profils qui peuvent remplacer le président à la tête du pays? Il y a plus de 30 millions de Camerounais. Et je pense que si chacun essaie de regarder, il pourra trouver au moins quelqu'un qui a ce profil. Pour être président, ce n'est pas être professeur. Il y a bien des gens qui ont ce charisme, qui ont ces compétences de leadership, et que je pense que si je reste là et j'observe très bien, je pense que j'aurai au moins une liste même de 10. Alors, 10 personnes. Il y a un nom qui circule aujourd'hui à travers un mouvement appelé les franquistes, Franck Biya. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, Franck Biya, c'est un jeune, déjà qui est bien pour moi. Et je pense qu'en tant que Camerounais, il a aussi toutes ses chances de compétir. Sauf que je veux mal percevoir ça parce que ça serait comme une continuité du père. Vous voyez que ça serait pas facile à accepter ça comme ça. Ça serait comme s'il vient continuer les œuvres de son père. Mais moi, je pense que si on a quelqu'un de jeune comme lui, il aura des nouvelles idées. Mais sauf que le Franck Biya en question, on l'a pas vu sur la scène. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas trop parler de lui. Je ne sais pas ce qu'il peut faire et je ne sais pas comment je peux l'apprécier. Et je pense que beaucoup d'autres Camerounais aussi pensent ainsi. Donc, je ne peux pas m'opposer à ce qu'il puisse avoir des ambitions de candidater s'il remplit les conditions.
Mais s'il fallait porter mon choix, je pouvais porter mon choix à une autre personne. Et si le président lui-même se représentait en 2025, que diriez-vous? Non, moi, je ne peux pas le voter. Sur le président, depuis 2011, je ne vote plus M. Biya. Parce que je pense que c'est depuis 2011 qu'il était normal qu'il aille se reposer. Moi, je ne pourrais pas le voter. Alors, est-ce que vous pensez qu'un candidat de l'opposition pourra gagner l'élection présidentielle de 2025? Oui, la vérité est que pour vraiment gagner les élections en tant qu'opposant dans ce parti, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que les partis de l'opposition semblent ne pas mesurer la tâche. La plus grosse lutte à faire déjà d'abord, c'est de pouvoir avoir un code électoral consensuel. Parce qu'il n'est pas, il est truqué depuis la base. Même simplement au niveau des élections, des inscriptions sur les listes électorales, où beaucoup se jouent. Beaucoup ne savent même pas que c'est là-bas que toute la mafia des élections présidentielles se joue. Si ça ne dépendait que de moi, la première chose à faire, c'est d'abord de créer un organe électoral indépendant. Parce que, il est comme que nous disons aujourd'hui que c'est l'organe qui organise les élections et qu'elle est indépendante. Elle n'est pas indépendante. Parce qu'elle-même, elle n'organise pas les élections. Les inscriptions sur les listes électorales sont faites par des commissions mixtes. Et ces commissions mixtes ont à la tête des agents de l'État, des fonctionnaires, qui déjà ne peuvent pas justifier d'une indépendance. Et interrogez-vous, depuis quand il y a des appels aux inscriptions sur les listes électorales, est-ce que nous traversons le chiffre 6 millions ou bien 5 millions? Vous voyez que nous naviguons toujours dans ce genre de chiffres, alors que les gens s'inscrivent massivement. Donc, moi, je m'aurais attendu qu'on puisse déjà parler d'un fichier électoral au moins avec 15 millions d'inscrits. Mais vous allez voir qu'à la fin, s'il y a une élection, on va vous dire que non, ceux qui se sont inscrits sont toujours entre 6 millions. Si on fait trop, on va dire peut-être 7 millions, qui ne reflètent pas la réalité. Donc, il faut dissoudre le fichier électoral là, reconstituer ce fichier électoral. Parce que dans ce fichier électoral, il y a beaucoup d'irrégularités dans ce fichier électoral. Et mettre sur pied vraiment un organe indépendant des élections qui peut gérer les élections. Alors, une opposition qui peine à avoir un consensus sur un candidat, comme en 92, où Nidion Fondi de recruter mémoire avait été porté pour le changement. Est-ce que cela est possible? Parce que si vous faites une fixation sur le code électoral qu'il faut changer, l'opposition elle-même peine à avoir une attitude consensuelle. Est-ce que cela sera également possible? Ça devait être bénéfique si déjà l'opposition pouvait s'unir pour faire force. Et je pense que le fait qu'ils ne parviennent pas, c'est en train de faire le jeu de l'adversaire. Parce que si on était unis et qu'on portait une seule candidature, je suis sûr que, quel qu'en soit, que le code soit bon ou pas, ça allait déjà construire quand même une grosse masse critique qui devait permettre que, au sortir des élections, tout le monde allait constater que non, effectivement, il y a eu problème, il n'y a pas eu de transparence et que les élections ont été truquées. Mais si on continue toujours à aller en rang dispersé, d'autres partis de l'opposition vont dire vraiment, nous acceptons les élections. D'autres vont dire, nous n'acceptons pas. Et vous voyez que cela fera toujours le jeu du pouvoir en place. Donc, ce qui devait être bien fait, c'est que si on pouvait avoir une candidature unique de l'opposition, ça devait davantage augmenter les chances de pouvoir avoir une victoire. Alors, Maître Richard Tanfou, 2025, c'est bientôt, peut-être avant, si l'élection intervenait dans ce contexte, à qui attribuerez-vous votre vote? Un candidat de l'opposition ou peut-être un autre candidat du parti au pouvoir? Bon, déjà, beaucoup de choses allaient juger mon choix de décision. Si déjà c'est un candidat de l'opposition qui remplit mon profil, parce que je dis, il ne faudra pas que c'est parce que c'est un candidat de l'opposition qui est toujours à la même tranche d'âge de ceux qui sont là. Il faut un candidat de l'opposition jeune déjà, qui a un bon projet de société aussi. Et je pense que si vraiment c'était ça
Moi, j'allais voter, je veux voter pour un candidat de l'opposition qui remplit cela, pas pour un candidat de ceux qui sont au pouvoir, même s'il est jeune. Je vais pencher pour l'opposition. Que pensez-vous de Cabral Libye? Oui, c'est un jeune ambitieux, s'il reste objectif. Parce que je vous dis, beaucoup pensent travailler pour la jeunesse, mais lorsqu'ils sont là, ils commencent à jouer des fausses cartes. S'il reste objectif comme il est, parce que c'est un jeune qui est vraiment, je peux dire qu'il est objectif. Il est ambitieux. Il a montré aux Camerounais que ce que vous voyez là, c'est pas seulement nous aussi nous pouvons. Il s'est présenté aux élections étant un parti très jeune. Vous avez vu le rang qu'il a occupé au présidentiel. Après cela, il est allé aux élections législatives et municipales. Vous avez vu son score. Je pense que s'il reste dans cette cohérence et que il arrivait que c'est peut-être lui, le seul de l'opposition qui se présentait, je voterai pour lui. Vous serez prêt à rejoindre son parti? Non, pour l'instant, je ne suis pas prêt pour rejoindre aucun parti politique. Alors, on va faire une virgule du côté de l'Afrique de l'Ouest, précisément le Niger qui a connu un coup d'État cette semaine, les militaires qui ont renversé le président Bazoum. Comment avez-vous accueilli cette actualité? Bon, déjà, moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent que pour accéder au pouvoir, c'est pas l'examen. Si le pouvoir en place a été démocratiquement élu, je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Maintenant, c'est vrai que le pouvoir souverain revient au peuple. Si peut-être le président ne sert pas les intérêts du peuple et qu'il y a une autre façon de pouvoir renverser le président, je pense que cette voie est la bienvenue au lieu. Vous savez, quand les militaires prennent tuer le pouvoir, ils ne veulent pas laisser. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les coups d'État doivent être encouragés. Donc vous ne partagez pas la dévolution du pouvoir par la prise des armes? Moi, non, je ne partage pas. Par voie démocratique? Oui, par voie démocratique. Élective? Exact. Et même par voie de révolution. Parce que ce que les militaires là ont fait, c'est la rébellion. Prendre des armes. Si c'est les citoyens qui décident que vraiment on a élu quelqu'un qui n'est pas en train de poursuivre ce pourquoi nous avons donné mandat à lui, il peut avoir une révolution et il décide de renverser le président. Au moins, ça, c'est au moins acceptable. Comment vous appréciez la démarche et l'attitude de la CEDEAO aujourd'hui opte pour une option pour déloger le pouvoir? La réaction c'est aujourd'hui comme une crise. Est-ce que vous appréciez leur démarche? Elle est très finie. On a l'impression que le problème de l'Africain, c'est dans lui-même. Comment est-ce qu'ils mettent le principe de l'ingérence? Ça ne serait pas comme une ingérence à l'affaire interne du pays. Donc je pense que la CEDEAO devait utiliser tous les moyens diplomatiques et non de penser à recourir à une force militaire comme ceux du Niger. On allait plutôt utiliser des canaux diplomatiques pour essayer de voir comment est-ce que rétablir les choses. Mais l'option de prendre les armes contre cet État, pour moi, je ne suis pas... Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un embrasement de cette sous-région, puisque d'un côté, les Pouchites sont soutenus par d'autres pays comme le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, et d'un autre, on a le bloc constitué du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et également du Sénégal. Est-ce qu'on ne s'achemine pas, si cela est mis en exécution, l'ultimatum était jusqu'à dimanche, donc est-ce que si cela est fait, on n'est pas vers un embrasement de la région? Vraiment, il ne faudra pas que nous souhaitons cela. Parce que je vous dis que si on en arrive au pire, ça serait une catastrophe. Ça pourra créer une autre guerre. Nous ne devons pas nous entretuer pour servir les intérêts des étrangers. Je pense qu'on doit tout mettre en œuvre pour que cela n'arrive. Je ne veux même pas envisager cette option. Je pense que les gens vont revenir au bon sentiment et comprendre que on ne peut pas sacrifier nos intérêts pour satisfaire les intérêts des étrangers. Moi, je ne veux même pas penser à ça et je pense que si ça arrive là, c'est que c'est vraiment la catastrophe pour cette sous-région. Très cher Tanfou, merci. Votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, est que nous sommes en train de vouloir passer à une autre république. Et très humblement, j'invite les Camerounais à rester éveillés.
on ne doit pas se laisser manipuler ou intimider pour des soutiens qui n'ont vraiment pas lieu. Parce que beaucoup de gens pensent que non, il faut toujours maintenir l'équipe en place. Mais honnêtement parlant, que chacun essaie de se regarder pour le bien de ce pays. Si nous aimons vraiment notre pays, que nous amenons nos dirigeants à comprendre que ils ont déjà tout donné pour leur pays et qu'il est temps qu'ils se reposent pour qu'au moins la jeunesse puisse prendre ses responsabilités et conduire notre puisse penser qu'il peut participer au choix des décisions lorsque le moment viendra. Nous vous disons merci et nous vous souhaitons aussi beaucoup de courage et beaucoup de chance pour votre carrière politique. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que s'achève cette autre édition réalisée avec la maestria de Gilles Bédard Nobissi sous le conseil et les orientations de l'Indéboulonna Romaric Tenda et sous le regard très attentif de la très respectueuse Grace T. Retrouvons-nous pour une prochaine édition qui sera aussi intéressante.